Interface, le podcast de la rencontre entre recherche académique, société et territoire. Une coproduction du programme de recherche eCity et de la chaire Aménager le Grand Paris, qui donne la parole aux chercheurs, étudiants, experts et militants. Bonjour, je suis Rima Hachi de l'Université Paris-Est Créteil. Pour cette première série, nous parlerons de santé environnementale, définie comme les aspects de la santé humaine qui sont déterminés par tous les facteurs de notre environnement physique et social. Comme la crise sanitaire l'a récemment montré, notre société est confrontée à de nouveaux risques qui se déclinent différemment selon les villes et les territoires. Le croisement des travaux des scientifiques et des médecins a permis d'éclairer le débat public et les décideurs sur ces enjeux. Les 3 épisodes de cette série explorent d'autres aspects de la santé environnementale. Comment mieux connaître et améliorer la santé des étudiants sur un campus universitaire du Grand Paris? Comment mieux identifier les sources de la pollution de l'air dans les grandes métropoles? Comment les espaces verts publics contribuent à une meilleure santé en ville? Dans cet épisode, nous accueillons Isabelle Coll, professeure à l'Université Paris-Est Créteil. Bonjour Isabelle. Bonjour Rima. On est dans un podcast sur les interfaces entre la recherche académique, la société et les territoires. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire dans un premier temps sur quoi portent vos travaux? Alors, ma thématique de recherche, c'est la modélisation de la pollution atmosphérique, qu'elle soit gazeuse ou particulière, dans des scénarios futurs. Et je fais ma recherche au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques, le LISA. Donc, pour modéliser la pollution atmosphérique, on utilise un modèle de qualité de l'air qui se nourrit de données d'entrée, comme des émissions anthropiques, c'est-à-dire créées par l'homme, de polluants, de la météorologie, le vent, la température, la pression, pour simuler la dispersion et le cheminement dans l'atmosphère des polluants, et puis, bien sûr, leur réactivité. Donc, modéliser des situations futures, pour moi, c'est modéliser des scénarios hypothétiques dans lesquels on va changer une composante du système pour regarder son effet. Et la composante du système qu'on change le plus souvent, ce sont les émissions anthropiques, bien sûr, pour voir comment la modification de nos activités améliorerait ou dégraderait la qualité de l'air. Donc, changer les émissions de façon un petit peu théorique, moins 20, moins 30%, c'est intéressant pour voir leur effet, mais c'est intéressant jusqu'à un certain point. La limitation, c'est que dès qu'on veut proposer une aide à la décision, s'intéresser à l'effet d'une politique territoriale, eh bien, on doit intégrer la question de l'interaction entre les individus et l'environnement urbain. Par exemple, si on veut regarder l'effet de la densification d'une ville, eh bien, il ne suffit pas de rassembler les émissions et de les densifier sur un nouveau périmètre. Parce que les gens vont changer leur comportement parce qu'il y aura une plus grande proximité entre toutes leurs activités. Et donc, dans ces scénarios d'aide à la décision, il faut aussi prendre en compte des nouvelles dimensions, le coût énergétique, l'effet de l'offre de transport, etc. Et donc, on doit aujourd'hui, dans les nouveaux scénarios d'aide à la décision, prendre en compte un certain contexte géographique, économique, social, considérer la manière dont les populations s'approprient les politiques publiques pour voir jusqu'à quel point on pourra les mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a une dizaine d'années, était encore complètement absent dans notre communauté de recherche. Donc j'ai travaillé au LISA pour développer une approche innovante de simulation prospective de la qualité de l'air. Avec une équipe que j'ai montée, on a développé une plateforme de simulation qui est capable de prendre en considération ces différentes dimensions et de les faire interagir. Donc on a un modèle d'émission qui s'appelle Olympus, qu'on a créé au laboratoire, qu'on a développé, et qui part d'une situation avec un usage des sols, une densité d'habitation, une population, une voirie, une offre de transport, et on modifie cette situation par des contraintes politiques. On change l'aménagement, on fait une circulation choisie, comme par exemple avec la vignette critère, on change l'organisation du travail, et le modèle va prendre en compte ces changements pour modifier l'agenda des individus sur le territoire, pour modifier le choix modal des individus en fonction de l'offre de transport, etc. Et donc, créer une situation d'émissions différentes en fonction du scénario qu'on aura choisi. Il produit les émissions qui vont avec le scénario, et ces émissions vont alimenter un modèle de qualité de l'air. En sortie du modèle de qualité de l'air, eh bien, on a
des champs de concentration de polluants, mais on a aussi l'agenda des individus qui se sont déplacés pour leurs activités quotidiennes, qui a été produite par notre modèle Olympus. Et donc, combinant les champs de concentration et la mobilité des individus au cours d'une journée, eh bien, on peut calculer, estimer l'exposition des individus à la pollution. Et ça, c'est une approche assez nouvelle parce que jusqu'à présent, on se contentait de croiser finalement des champs de concentration avec une densité d'habitation pour regarder l'exposition de la population. C'est fortement biaisé puisque les gens se déplacent. Et aujourd'hui, on a cette possibilité de travailler sur l'exposition des individus, donc avec une approche vraiment individu-centrée. Et donc l'objectif de cette nouvelle modélisation, c'est de pouvoir justement intégrer tous ces nouveaux paramètres dans les scénarios, l'offre de transport, la reconfiguration des quartiers, les nouvelles formes d'organisation du travail, et donc décloisonner la recherche, traiter les questions de manière systémique et transdisciplinaire. Donc depuis une dizaine d'années, je mène cette recherche avec des partenaires de disciplines complémentaires, spécialistes des politiques publiques, de la mobilité, de l'économie, et on en arrive à un point où on peut traiter des politiques publiques et leurs effets sur la qualité de l'air. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur comment concrètement la modélisation de la qualité de l'air peut servir à l'évaluation des politiques publiques ? Alors il y a différentes sortes de modélisation. On peut faire la modélisation pour des objectifs assez variés, et c'est la nature de la modélisation qui est engagée qui va orienter son usage potentiellement sociétal ou politique. Il y a certains travaux de modélisation qui ne sont pas du tout pensés pour accompagner un diagnostic sur une politique publique. Par exemple, on a des études qui sont très orientées sur la réactivité des composés, leur chimie dans l'atmosphère. Donc on va s'intéresser au devenir d'un composé, sa participation à la production d'autres espèces, l'importance de ses sources, de ses puits, la manière dont elle est spatialisée dans l'espace et la localisation des endroits où elle contribue le plus à la dégradation de la qualité de l'air. Ce type de modélisation n'est pas du tout dédié à l'aide à la décision, même si finalement les résultats de ces travaux pourront permettre après d'avoir des diagnostics plus précis, plus pertinents dans des simulations plus opérationnelles. Mais bien sûr, il y a un pan important de la modélisation qui est dédié à une réflexion sur le contrôle des émissions et sur l'amélioration de la qualité de l'air. On a plusieurs formes de modélisation dans ce domaine-là. On a par exemple simplement des études de sensibilité, c'est-à-dire on enlève une source et on regarde la différence dans la simulation, on observe donc la portée de ces impacts. On peut avoir des scénarios où on cherche à savoir ce qui se passerait si ce qu'on a prescrit dans le modèle se réalise, si 20% des gens finalement prennent les transports au lieu de prendre leur voiture. Des scénarios très prescriptifs. Et on a des scénarios où on cherche à savoir ce qui se passera, c'est-à-dire lorsque l'on aura implémenté une nouvelle politique, quelle sera la situation ? Ça, c'est les scénarios les plus difficiles à faire parce qu'on a besoin qu'ils apportent une certaine garantie de réalisme. Par exemple, si on propose une offre de transport gratuite, que se passera-t-il ? Là, c'est très difficile parce qu'il faut savoir quel va être le comportement des gens face à cette offre. Donc, sur les scénarios d'aide à la décision, la nature des questionnements a changé. Il y a 20 ans, les enjeux, c'était la compréhension des pics d'ozone et donc aider à savoir dans quelle configuration d'émissions on pouvait les maîtriser le mieux. Les scénarios consistaient à savoir quel est le rôle des différents précurseurs de l'ozone sur la formation des pics. Donc on cherchait plutôt par sensibilité à savoir si on supprimait telle source, alors est-ce qu'on produisait autant d'ozone ? Si, comme l'ozone a une production qui est absolument non linéaire par rapport aux quantités de ses précurseurs, on pouvait se trouver dans des situations où on réduisait certains précurseurs et on augmentait les quantités d'ozone. Donc, c'était plutôt des tests de sensibilité et de maîtrise des émissions. Aujourd'hui, les questionnements ont changé, mais le principe est le même. Les sensibilités vont par exemple se porter sur la participation du diesel à la dégradation de la qualité de l'air. Par exemple, on peut faire une sensibilité en disant on change tous les diesels en essence et on voit quelle est la portée, quelle est l'ampleur des changements qui sont obtenus. Donc, ça peut être un argument du débat sur l'interdiction du diesel dans les centres-villes. On peut aussi faire des scénarios prescriptifs dans lesquels on va simuler des situations où un pourcentage croissant de gens vont travailler avec des modes doux, donc le vélo, à pied, etc. Et on pourra voir quel est le niveau de transformation des pratiques qu'il faut atteindre pour que ça soit significatif sur l'exposition aux polluants.
La dernière situation, celle où on cherche à faire quelque chose de réaliste, eh bien on va regarder comment fonctionnera un territoire donné dans le cadre de la mise en œuvre d'un schéma directeur. Dans ce dernier cas, on peut bien sûr être un petit peu prescriptif, c'est-à-dire choisir certains paramètres qui vont être imposés pour ressembler au schéma directeur, mais il faudra aussi prévoir quelles sont les rétroactions internes au système. Que vont faire les gens si on construit une nouvelle ligne de transport en commun, si on étend la zone de faible émission, c'est-à-dire la zone couverte par la vignette critère sur un territoire plus distant du centre-ville, ou si on renforce l'attractivité des quartiers de gare en banlieue, par exemple. Mais les 3 démarches peuvent être utiles aux acteurs publics. Et donc la difficulté d'un travail de modélisation réussi, c'est de concevoir une étude qui permet de répondre à la question qu'on se pose, et ensuite être capable de porter la réponse qu'on a obtenue vers les décideurs. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour interagir avec les décideurs ? Déjà, il faut réfléchir à la forme de la donnée qu'on va produire, une donnée brute, une boîte à moustache, comme on dit, sur l'effet d'un paramètre, c'est pas quelque chose qui est très parlant. Donc, il va falloir extraire l'information sous une forme dont les acteurs peuvent s'emparer et pourront ensuite l'utiliser dans la réflexion sur de nouvelles politiques territoriales, par exemple. Donc, pour vous donner un exemple de mon expérience sur ces sujets-là, au début des années 2000, c'était un peu le début de la modélisation de la qualité de l'air appliquée à l'aide à la décision. Et donc, j'avais porté un projet de scénario d'émission sur la région PACA, dans lequel on déclinait des réglementations nationales à l'échelle régionale, mais on a voulu aussi aller dans la représentation des mesures d'urgence, qui étaient des scénarios dans lesquels on pouvait déclencher une circulation alternée, la limitation des vitesses sur les routes en cas d'épisode d'ozone. Donc on avait simulé ces épisodes, on s'était basé sur des retours d'expérience, quelles étaient finalement les réductions que les gens avaient bien voulu, auxquelles ils avaient bien voulu consentir, quel était le pourcentage de voitures qu'on avait en moins dans les zones de circulation alternée, et on avait pu mettre en évidence un manque d'ambition spatiale ou d'appropriation des recommandations, et on avait aussi pu formuler des recommandations sur le fait que ces mesures, elles devaient être prises à plus grande échelle et peut-être plus en avance de l'épisode pour être vraiment efficaces. Et donc, aujourd'hui, les zones à faible émission, avec les vignettes d'entrée dans les centres-villes, c'est une forme de réponse à ce genre de diagnostic. Et même si, à l'époque où on a fait ces simulations, les ZFE avaient commencé à s'implanter en Europe, je pense que notre message a peut-être contribué à faire en sorte que le modèle des mesures d'urgence soit abandonné au profit de quelque chose de plus vaste et de plus pérenne. Il y a quand même des limitations à cette interaction entre chercheurs et décideurs. La première limitation que je vois, c'est la temporalité de la recherche. C'est pas du tout celle de l'action publique. Parfois, on a besoin d'une réponse assez vite et le chercheur va construire un projet qui se fait parfois dans le cadre d'une thèse. Et la durée d'une thèse, on n'est pas loin d'une durée d'un mandat. Et donc, on comprend bien que ces échelles ne sont pas compatibles. Et la seconde, c'est finalement le questionnement qu'on doit se poser sur le rôle du chercheur. Si l'attente est très opérationnelle, ça va plutôt être le rôle d'un bureau d'études ou des instituts et associations en charge des questions environnementales par délégation pour l'État. Je pense à l'INERIS, je pense aux associations de surveillance de la qualité de l'air. Donc il faut plutôt se tourner sur ces acteurs-là quand on a des questions qui sont très opérationnelles. En revanche, le fait que les outils développés par les chercheurs soient de plus en plus utilisés par les institutionnels, développés aussi parfois par des organismes d'État, et par les bureaux d'études, c'est très bien parce que c'est une bonne manière de valoriser la recherche. Interface, le podcast de la rencontre entre recherche académique, société et territoire. Alors pour terminer sur une note positive, et parce que c'est un fait, en Île-de-France comme sur l'ensemble du territoire national, la qualité de l'air s'est largement améliorée sur les 20 dernières années. Entre les efforts technologiques de maîtrise et de réduction des émissions à la source et les efforts d'aménagement de l'espace urbain et routier, on a observé en Île-de-France une baisse des niveaux de concentration qui s'étale entre moins 25 et moins 35% pour le dioxyde d'azote et pour les particules fines. Alors j'aurais une dernière question. Donc la crise du coronavirus a amené sur le devant de la scène la question de la santé environnementale.
Est-ce que là-dedans, il y a des choses qui vous intéressent dans vos recherches ? Oui, bien sûr. La crise du Covid a énormément impacté la manière dont on pouvait imaginer des scénarios futurs. Avec d'abord l'augmentation du temps passé dans les logements, puisque avec le confinement et le télétravail, les gens aujourd'hui passent beaucoup plus de temps dans leur logement et ont une conscience un petit peu plus grande de la qualité de l'air. Donc nous, c'est un pan de nos recherches qu'il va falloir développer, sur lequel il va falloir aussi améliorer nos connaissances. Et puis, il y a, suite à cette crise, beaucoup de ruptures dans les pratiques. Les gens, par exemple, avaient la volonté de ne plus subir les transports. Ils ont découvert aussi des modes doux de déplacement. Il y a eu une transformation importante de l'organisation du travail, avec le télétravail, la volonté pour certains de diminuer les temps de trajet pour bénéficier d'un plus grand temps en dehors du travail. Et donc, la mobilité pendulaire, la relation aux horaires et lieux de travail pourrait complètement changer. Et les scénarios de rupture, qui pouvaient apparaître exotiques il y a encore 2-3 ans, sont bien accueillis maintenant. Et donc, on peut réfléchir à des choses qui sont un peu plus osées. Et les enjeux actuels pour les modélisateurs, c'est des enjeux de prospective, c'est s'aventurer sur de nouveaux terrains et aussi essayer d'anticiper des changements radicaux dans la société pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les décrire et finalement proposer des solutions qui pourraient être plus en rupture que celles qu'on aurait imaginées il y a quelque temps. Merci Isabelle d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Rima.